Bonjour Yassine Brahim, Bonjour. merci de nous accueillir dans les nouveaux locaux du Parti républicain, ou El Jumhouri, dont vous êtes le secrétaire exécutif. Donc l'actualité, c'est la scission avec le mouvement réformateur, donc à l'issue d'un 5e congrès de l'ex-PDP plutôt mouvementé. Pouvez-vous nous faire un état des lieux aujourd'hui, nous donner un aperçu de ce qui se passe au parti? Vous venez de perdre, je pense, de facto le statut de plus importante force d'opposition à l'intérieur de la constituante. Où vous en êtes aujourd'hui? Écoutez, on vient de perdre, enfin vous parlez du groupe parlementaire, le Kotla. Le Kotla n'était pas composé que du parti El Jumhouri, donc la Kotla a regroupé les députés aussi du SPDM, quelques autres indépendants, etc. Donc la Kotla pour l'instant reste telle qu'elle, on verra comment s'il y a des agencements ensuite effectivement aux défections. En fait, vous savez, c'est le premier parti qui en même temps a réalisé une fusion, donc une fusion de 7 partis politiques, une quinzaine de listes indépendantes, un peu partout dans le pays, même à l'étranger, 25 personnalités, dont 9 ex-ministres. Donc c'est une opération de regroupement demandée par tous les Tunisiens, que l'une des leçons des élections du 23 octobre, c'est la dispersion des forces politiques n'était pas très positive pour l'avenir de la démocratie dans notre pays. Dans ce cadre, il y avait un grand parti historique qui a une histoire et qui a eu un développement et une croissance assez exponentielle après le 14 janvier, qui est le PDP, a fait évidemment son congrès pour sortir, je dirais, ses représentants dans le comité central d'El Jumhouri, dans le bureau politique d'El Jumhouri, dans le bureau exécutif d'El Jumhouri. Dans ce parti qui a vécu les élections du 23 octobre comme, on va dire, peut-être pas un échec, mais un non-succès. C'est-à-dire qu'en fait, on attendait le PDP à un résultat plus important que le résultat qu'il a eu. Et évidemment, dans ce cadre-là, l'analyse de ces résultats revient à un certain nombre de points de vue de certaines personnes, légitimement certainement, d'erreurs commises dans le cadre de ces élections ou dans le cadre des choix et des orientations éventuellement politiques du parti. Tout ça a été discuté, analysé dans les instances du parti, et une critique globale du leadership, du management, etc. a existé entre le 23 octobre et jusqu'au congrès de manière normale et légitime. Dans le cadre de la fusion, j'étais dans notre parti, FR Tounes évidemment, on a fait aussi cette analyse et on a analysé les forces et les faiblesses de nos partenaires éventuels, et on avait évidemment aussi un certain point de vue qui n'était pas nécessairement complètement sans intersection avec le point de vue des gens qui ont exprimé leur mécontentement au Congrès. Maintenant, il y a deux méthodes pour, je dirais, sortir d'une phase de non-succès et aller vers l'avenir. Il y a une méthode où on se dit on est suffisamment confiant en nous-mêmes, en nos capacités, et qu'il y a de la richesse dans l'histoire d'un parti comme le PDP, de la richesse dans le militantisme de ses dirigeants qui, pas si nombreux en Tunisie, avoir osé militer à l'époque de Ben Ali et même à l'époque de Bourguiba, qui ont sacrifié leur vie, qui ont sacrifié un tas de choses pour le faire, qui ont peut-être commis des erreurs, et ça tout le monde commet des erreurs, et donc mais qui ont accepté, ouvert leurs bras pour qu'on puisse tous se regrouper au sein d'un mouvement. Et donc une méthode serait évidemment de faire évoluer et corriger ces erreurs de l'intérieur, en faisant évoluer et la politique et la position de parti, et ses méthodes de management, de gestion interne, etc. C'est le choix qu'a fait FR Tounes, qu'a fait l'ex-parti républicain, qu'ont fait les 5 autres partis qui ont rejoint ce mouvement, qu'ont fait les listes indépendantes qui ont rejoint, parce que le pays a besoin de cela. Il est regrettable que de l'intérieur du parti, il y ait des groupes de gens pour des raisons complètement différentes. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord
parce que telle fédération dans telle région a été confiée à notre parti que l'ex-PDP. D'autres qui ne sont pas d'accord parce qu'ils se positionnent personnellement avec un ego personnel, etc., pour diriger ou autre. D'autres qui ne sont pas d'accord parce que le PDP était c'était un parti de militants, donc il y avait des militants presque de gauche ou extrême gauche jusqu'aux militants nationalistes arabes, etc. Et donc c'est la ligne politique qui ne lui allait pas. Et donc en fait, réformateur de quoi? Moi je trouve que ce terme courant réformateur est un peu... on est contre la direction, l'ex-direction du parti. Donc pour conclure sur ce sujet, il faut revenir à la réalité. Donc la méthode qui a été choisie, c'était d'aller aux élections et d'essayer de, quelque part, battre l'ancienne direction, etc., qui existe d'une manière ou d'une autre, Et à la fin, il n'y a eu que 30 postes, je crois, au comité central, ce qui veut dire 30 personnes du comité central au maximum, si quitté sur 320, quitteraient le parti. Ça serait dommage. Donc on essaie, la porte restera toujours ouverte pour qu'il reste. Mais bon, après un congrès, ça arrive dans tous les partis du monde. Oui, donc pour vous, c'est plus une crise passagère, des mécontents qui, à l'issue d'une fusion, donc on ne peut pas contenter. Même pas à l'issue d'une fusion, même pas la fusion à la cause, c'est à l'issue d'un congrès en fait, du PDP, c'est dans le cadre du PDP. On ne peut pas contenter tout le monde, il y a Mehdi Ben Rabia peut-être pour des raisons d'ego. Je ne citerai pas les gens parce que chaque personne peut être un cas particulier. Disons que c'est un ensemble de mécontents. D'accord. Alors après, chacun a ses raisons. Je pense que toutes les raisons sont légitimes, c'est la méthode sur laquelle on diverge. Pour moi, j'aurais préféré qu'ils restent à l'intérieur de Junpoli, que justement, s'ils ont des points de vue, des visions politiques qui constituent un courant, ce qui est permis dans le règlement intérieur, et le parti sera suffisamment large pour que tout le monde s'y retrouve dans ces courants, et que la vie politique est une course de longue haleine. Il ne faut pas être trop impatient, il ne faut pas courir trop vite, parce qu'on finit par s'essouffler. Alors, personnellement, lorsque j'ai parlé aux jeunes frondeurs de l'intérieur de l'ex-PDP, ils ont évoqué le fait que le parti aujourd'hui se distancie des thèmes du nationalisme arabe, et deuxièmement, leur deuxième réserve, c'était le positionnement en front anti-Ennahda. Donc c'est un positionnement qui ne leur convient pas. Aujourd'hui, certains disent le centre c'est commode, ça permet d'évoquer donc le fait que le parti soit traversé par plusieurs tendances. À votre avis, où va le parti aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas de salut dans un pays où l'islam politique est encore et donc on l'a vu la force la plus importante? Il n'y a pas de salut en dehors d'une alliance avec la troïka au pouvoir aujourd'hui, vous pensez? Enfin, disons que là, vous abordez beaucoup de sujets dans la question. La question du nationalisme arabe, à un certain moment, etc. Enfin, justement, moi, j'aurais invité ces jeunes, au contraire, à rester, et peut-être, s'ils considèrent que le poids, justement, du positionnement politique du parti n'est pas suffisant par rapport au nationalisme arabe, ils pourraient pousser un courant ou des idées dans ce sens. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, El Jumhuri a un sujet par rapport au positionnement sur les pays arabes ou la nation arabe. Par contre, sur le sujet anti-Nahda, etc., j'aurais aimé que ces personnes soient présentes au dernier comité central où le sujet a été plus que débattu dans le cadre de la notion politique justement du parti. On est dans un paysage mouvant aujourd'hui. On est dans un paysage politique mouvant puisqu'on est juste 15 mois après la Révolution. C'est vrai qu'il y a un parti qui s'est complètement distingué des autres dans les élections du 23 octobre, qui est Nahda, et qui aujourd'hui dirige le pays, même s'il y a le truc, c'est quand même Nahda qui dirige le pays. C'est le parti qui est le seul parti de masse aujourd'hui existant sur le terrain dans le pays. Cependant, contrairement peut-être à d'autres pays arabes aujourd'hui musulmans, Nahda n'a pas eu la majorité aux élections. Nahda n'est pas en train, dans l'exercice de son pouvoir exécutif, de démontrer une capacité extraordinaire de gestion. Nahda n'est pas en train de résoudre les problèmes socio-économiques du pays.
Et donc en fait, cette avance et ce résultat, il a ses explications par l'histoire de ce mouvement qui existe. C'est le seul parti qui existait il y a 30 ans, qui a quand même fait plus de 20% aux élections de 89. C'est un parti qui s'est ensuite restructuré en mouvement social extraordinaire. Ce sont des personnes et des militants qui ont été opprimés à un tel degré par l'ancien régime qu'il y a un retour de balancier naturel. Je dirais, l'ancien régime a tellement utilisé et instrumenté la religion négativement, en fichant les gens qui allaient faire leur prière à l'aube, en empêchant les femmes voilées d'aller travailler dans les administrations, que la société tunisienne a quelque part une peur bleue qu'on ne puisse pas laisser les gens pratiquer leur religion naturellement. Et donc on a bénéficié de tout ça dans les élections. Vote de la rupture. Donc. Voilà, c'est un vote. Alors la rupture est un autre sujet, on y revient. C'est un troisième axe. Mais je parle là du vote plutôt sur l'axe conservatisme qui permet de protéger ma religion, moi en tant que Tunisien, qui veut être pratiquant, sans être ennuyé par le pouvoir, que le pouvoir ne se mêle pas de ma pratique. Maintenant, le risque, c'est que ça aille trop loin dans l'autre sens, qu'effectivement, les mosquées deviennent des lieux de prédilection politique, que les mosquées parlent de « il faut voter Nahda pour pouvoir être pratiquant musulman », que le salafisme et donc l'extrémisme se développent. Donc il y a un risque d'aller trop loin sur ce sujet-là, et c'est là que El Jumhouri se positionne clairement en disant évidemment que nous sommes, non seulement nous défendrons, parce qu'il n'y a personne qui va défendre, qui aura l'exclusivité de la défense de notre religion, puisque la religion fait partie je dirais, de notre quotidien en tant que société, mais nous tenons aussi aux libertés individuelles, nous tenons aussi à la non-politisation des mosquées, nous tenons aussi à la société, à l'état civil, etc., des valeurs que Ennahda, sur le papier, défend, parce qu'elle va dans le même sens, mais dans la pratique, est tiré par une certaine base et un certain courant extrémiste au sein du parti et à côté du parti, sur lequel il y a un risque. Donc, ce que nous disons, c'est que dans le pays, en fait, l'islam politique, ce que nous espérons, l'islam politique, c'est que la Tunisie soit un exemple où l'islam politique devient un islam progressiste et effectivement ce parti devienne un jour un parti musulman démocrate. Nous ne sommes pas contre et c'est pour ça que nous sommes assez, nous sommes plutôt, non seulement nous ne sommes pas contre, on l'encourage. C'est-à-dire, c'est pour ça que nous évitons la bipolarisation qui pousserait à l'extrême. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Cependant, notre rôle est de faire prendre conscience notre société qu'il y a tout de même un risque que cet islam politique n'aille pas dans ce sens-là, qu'il soit tiré vers l'extrême, qu'il soit tiré vers la violence basée sur la religion et l'idéologie, que le projet soit plus un projet théologique et idéologique qu'un projet politique. Et donc s'il y a ce risque, eh bien il y a d'autres forces, comme la nôtre, qui, non, au contraire, qui défendront toutes les valeurs que défend notre société, mais toutes les couleurs de notre société, et qui vont baser principalement leur programme politique et leur orientation en concentrant sur la solution pour les problèmes socio-économiques du pays. La révolution s'est pas faite à cause de la religion. La religion s'est faite à cause des problèmes socio-économiques que vit le pays. La révolution s'est faite à cause de la corruption. La révolution s'est faite à cause de la justice. La révolution s'est faite à cause un certain nombre de raisons qu'aujourd'hui, malheureusement, le pouvoir exécutif n'est pas en train de se concentrer dessus, malgré toutes les promesses. Et c'est là que, vraiment, il y a une voie très très claire dans l'axe rupture-continuité, parce qu'on a évidemment d'autres forces qui peuvent monter, les anciens du système, etc. Nous sommes la troisième voie, qui est la voie effectivement du centre, qui est ni, je dirais, complètement, parce qu'en fait, être dans la Troïka avec le NAD aujourd'hui, c'est quand même se faire diriger par le NAD avec les risques de NAD, ni non plus dans la continuité pure de l'ancien système. Il faut de la rupture dans ce pays, et il faut de la construction avec de nouvelles méthodes, tout en tenant compte des demandes et des désirata de notre société.